L'art est une garantie de santé mentale. Cette phrase est une citation de la sculptrice et plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, qui est morte en 2010 à l'âge de 98 ans. De son vivant, Louise Bourgeois n'a jamais caché ses traumatismes d'enfance, ni le fait qu'ils étaient les principales sources d'inspiration de ses œuvres. Elle a toujours dit que l'art lui avait permis, tout au long de sa vie, d'exorciser ses maux. Moi, je ne suis pas une artiste. Et quand je me promène dans les allées des musées, que je vais au cinéma, que je vais au théâtre ou que je vois des œuvres d'art sur Internet, je me demande toujours comment celles et ceux qui ont fait ces œuvres arrivent à traduire leurs pensées, leurs émotions et leurs traumatismes parfois, sous la forme de dessins, de textes, de tableaux, de pièces de théâtre, de chorégraphies. Je suis admirative de celles et ceux qui, comme ce fut le cas pour Louise Bourgeois, arrivent à décharger une part d'eux-mêmes et de leurs émotions dans leur art. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des artistes quand ils créent ? Est-ce qu'ils ressentent de l'apaisement, de l'excitation, du bonheur, de l'angoisse ? Les émotions qui se dégagent de leurs œuvres sont-elles encore en eux ? Qu'est-ce qui explique que parfois, le fait de créer des œuvres d'art peut apaiser, calmer ou soigner ? J'ai enregistré l'épisode bonus d'émotions que vous allez entendre au Centre Pompidou. C'était le 21 novembre dernier et nous y étions dans le cadre de la 7e soirée sonore organisée par le musée. La thématique était ce soir-là « Art et thérapie ». Nous avons décidé d'organiser une table ronde avec 3 femmes dont les parcours m'ont semblé pertinents pour répondre aux questions que je me posais sur l'art et les émotions. Car chacune de ces 3 femmes, l'artiste peintre Inès Longevial, la psychologue Marion Bottella et la dramathérapeute Sandrine Pitarch font le lien, dans leur domaine bien spécifique, entre le monde de l'art et celui des émotions. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans cet épisode bonus d'émotions. Marion Bottella, bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Descartes et vous vous intéressez donc à cette question de la créativité artistique. Votre thèse que vous avez rédigée en 2011 s'intitulait d'ailleurs « Le processus créatif et les émotions, très émotionnel et dynamique processus état dans la créativité artistique ». C'est bien juste. Et dans cette thèse, comme vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, vous avez travaillé avec des artistes en école d'art que vous avez observé justement pour essayer de comprendre quelles émotions les traversaient quand ils créaient. Ensuite, nous avons avec nous notre second invité qui est Inès Longevial. Vous êtes, artiste peintre. Vous vivez aujourd'hui à Paris, mais vous êtes originaire du sud-ouest de la France. Et depuis quelques années, vos peintures sont exposées dans de prestigieuses villes du monde entier, telles que Los Angeles, Berlin, vous revenez de New York, Paris ou San Francisco. Et vous n'avez que 29 ans, ce qui en dit beaucoup, selon moi, il me semble, sur votre talent. Et j'ai souhaité vous inviter parce que j'aime personnellement beaucoup vos peintures. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les peintures d'Inès Longevial, vous en publiez souvent sur votre compte Instagram qui a plus de 250 000 abonnés. Et vos tableaux représentent souvent donc des femmes qui ont un air poétique, mélancolique, sérieux. Certaines ont des traits qui vous ressemblent, il me semble d'ailleurs Inès. Et j'avais envie de savoir ce qui se passait dans la tête d'une artiste peintre comme vous, de votre âge, quand elle peignait ses femmes, ses visages et ses corps. Et ma dernière invitée, que je remercie particulièrement d'être là ce soir, parce que elle s'est débrouillée pour être là un peu à la dernière minute. C'est vous, Sandrine Pitarch. Je suis très contente que vous soyez là. Vous êtes donc metteuse en scène et vous êtes dramathérapeute. Donc on expliquera ce que c'est tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline. Et vous êtes également co-responsable de la spécialité dramathérapie du master création artistique de l'Université Paris-Sorbonne Cité.
Vous travaillez aussi dans ce programme avec Marion Bottella. Et vous travaillez donc depuis 11 ans comme dramathérapeute dans des établissements psychiatriques, mais aussi dans le cadre de programmes éducatifs dans des zones en situation prioritaire. Et vous exercez aussi à titre privé. Et on verra avec vous en quoi l'art-thérapie, et en particulier le théâtre, donc dans le cadre de la dramathérapie, peuvent permettre aux artistes confirmés ou en herbe d'aller un peu mieux quand ils se sentent mal. Et j'annonce dès maintenant, donc je sais, il me semble que c'est ce qui était prévu, qu'à la fin, on essaiera de prendre un peu de temps pour quelques questions, si on déborde pas trop. Donc n'hésitez pas à garder vos questions en tête si vous en avez. Voilà. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on écoute justement la voix de Louise Bourgeois, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le son numéro 1, s'il vous plaît. Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait des papillons? Qu'est-ce qu'on fait des mouches? Eh bien, on les conserve, et puis quand on est prêt, on s'en sert. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent. Et puis alors, d'un dessin, on en fait une peinture, et de la peinture, on en fait des sculptures, parce que les sculptures, c'est vraiment la seule chose qui me libère. C'est-à-dire, c'est une réalité plus grande, c'est une réalité tangible. Donc ces paroles, j'espère que vous les avez bien entendues, ont été prononcées par Louise Bourgeois en 1993. Elle avait 82 ans. C'était chez elle à New York à l'époque. Elle était franco-new-yorkaise. Et c'était dans le cadre d'un documentaire qui a été fait par Camille Guichard, qui a été intitulé Louise Bourgeois. Et donc pour commencer mes questions, je vais me tourner vers vous, Inès. Donc vous êtes pas sculptrice, vous êtes artiste peintre. Oui. Qu'est-ce que vous inspire ces mots que viennent de dire Louise Bourgeois? Alors déjà, on m'entend là? Oui. Je sais pas trop. Je pense qu'on va. Ok. Mais en fait, c'est la première fois que j'entends ces mots et en fait, ça résonne vraiment à mes oreilles parce que je me disais, en réfléchissant à tout ça et à ces émotions-là, qu'en fait, quand je peins, moi, ça me fait ce ça lui fait quand elle sculpte en fait. Et c'est vraiment le seul médium pour l'instant que j'ai trouvé qui me libère vraiment de ce que je peux ressentir en fait. Et est-ce qu'on peut revenir un peu plus justement sur ce que vous ressentez précisément? Je ne sais pas si vous réussissez à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous peignez chez vous déjà? Dans quel cadre est-ce que vous peignez? Et qu'est-ce que... Voilà. Alors j'essaye d'alterner quand même les cadres dans lesquels je peins. Donc je peins chez moi parce que j'ai une pratique régulière de la peinture quand même... un peu tous les jours. Mais sinon, en fait, j'essaie de m'organiser des voyages de peinture. Donc, c'est pour ça que je peins là où j'expose, donc à New York ou à San Francisco, aussi à Marrakech. Et en fait, quand je peins, en fait, ce que je ressens, c'est assez difficile à expliquer parce que je peins depuis que je suis toute petite. Donc, c'est pas très facile de mettre des mots dessus. Mais en fait, je peux pas ne pas peindre. Donc, en fait, quand je peins pas, j'ai beaucoup d'émotions négatives, je suis encore plus à fleur de peau et tout ça. Et de peindre, ça me permet d'être calme. Et en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, anxiété, bonheur, toutes les émotions que vous avez citées, en fait, c'est tout ça que je ressens. Et ça change en fait de jour en jour, de période ça dépend des périodes, des saisons, des heures. Donc c'est jamais exactement pareil en fait. Et vous, Sandrine Pitarque, donc vous êtes metteuse en scène, vous êtes comédienne aussi. Alors je sais que quand vous jouez, vous n'êtes pas vraiment vous jouez souvent un personnage, j'imagine. Mais est-ce que vous réussissez quand même à mettre des mots sur ce que vous sentez quand vous êtes sur scène ou quand vous mettez en scène une pièce, par exemple? Oui. Alors moi, je suis plus metteuse en scène et quand je joue uniquement en tant que dramathérapeute. Donc du coup, c'est un jeu un peu particulier quand même puisqu'il se fait au service de la personne ou des personnes pour lesquelles, que j'accompagne. Mais je dirais que en tant que metteur en scène, il y a un espèce d'état que j'ai retrouvé d'ailleurs après quand je me suis mise à étudier un petit peu la psychologie, que les psychologues ou les psychothérapeutes, les psychanalystes appellent le transfert. C'est une forme d'amour. Mais voilà, un amour qui n'est pas charnel, qui n'est pas consommé. Et quand on est metteur en scène ou metteuse en scène, il y a un peu cet état-là
cet état émotionnel, alors un peu comme ça général, d'immense empathie avec les acteurs qui sont sur scène, qui eux agissent, et que nous, en tant que metteurs en scène, assis confortablement sur notre chaise, on essaye d'accompagner, de trouver justement des mots, pour essayer de guider vers une direction qui nous semble être celle que le spectacle pourrait appeler. Après, quand je suis dramathérapeute, c'est un peu différent, puisque là, j'essaye d'être au service des patients ou des personnes, des clients, des personnes que j'accompagne. Et du coup, là, ça va être très lié effectivement au personnage que je joue. Et voilà, si je joue le rôle d'une mère qui doit se mettre en colère contre son enfant, et je vais essayer de me mettre en colère. Alors des fois, il va y avoir très peu d'émotions. Des fois, si justement je me suis disputée le matin même avec ma fille, l'émotion peut être déjà plus vécue, plus présente. À moi après de pas la laisser déborder, évidemment, en tant que thérapeute. Si je joue le rôle d'une mère, parce qu'on me demande quand même souvent de jouer le rôle d'une mère, je travaille beaucoup avec des jeunes qui doit accompagner sa fille dans la forêt, et pendant ce temps le psychomotricien doit jouer le rôle d'un loup, et le loup doit emporter la fille, et moi je dois jouer le rôle de la mère qui laisse sa fille emporter par le loup et qui rentre chez elle. C'est en sachant que ça peut avoir avec l'histoire de la jeune fille. C'est une émotion très intense qui se passe à ce moment-là en moi, que je dois assumer, puisque la jeune fille m'a demandé de jouer ça, par exemple, et le psychomotricien il doit aussi assumer de jouer le rôle du loup, et puis après on va avoir un temps, nous en tant que thérapeute, pour en reparler une fois que, par exemple là, que la jeune fille est repartie, pour se dire oulala, qu'est-ce que c'était dur de jouer ça. On va reparler de votre activité de dramathérapeute tout à l'heure. Mais justement, avant de parler d'art-thérapie, j'aimerais vous poser une question à vous, Marion Boutella, parce que vous n'êtes pas art-thérapeute, vous êtes psychologue, mais vous travaillez quand même en lien avec les arts. Et justement, sur le fait on a discuté un peu en préparant cette discussion, et vous avez donc réalisé cette thèse pour essayer de comprendre ce que ressentent, vous me dites si je me trompe, les artistes quand ils créent. Et dans ce cadre-là, vous avez interrogé des artistes en école d'art qui avaient, eux, contrairement à Inès et Sandrine, à ce moment même, du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et j'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement avec eux pour comprendre ce qu'ils ressentaient et pour faire votre thèse, du coup. Alors, dans ma thèse, il y avait vraiment deux parties. Une première partie où j'ai interrogé des artistes professionnels pour essayer de comprendre quelles étaient les émotions qu'ils ressentaient pendant qu'ils créaient. Et la première réponse était un peu « je ne sais pas ». Je crée, je fais, mais je ne sais pas comment je le fais, je ne sais pas ce que je ressens quand je le fais. Et après, on s'est posé avec ces artistes pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient et qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et à ce moment-là, ils sont capables un petit peu de ressortir des étapes de leur processus créatif et des émotions qui sont associées, comme la joie, les angoisses, le stress, la satisfaction, le sentiment de libération dont on parlait tout à l'heure. Mais à les écouter, leur processus créatif et les émotions étaient pas forcément très clairs, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à expliquer dans quel ordre ils faisaient les choses, ils avaient du mal à expliquer à quel moment ils ressentaient telle ou telle émotion, parce que tout est emmêlé dans un travail rétrospectif de se rappeler ce qu'ils ont fait de façon antérieure au moment de l'interview. Donc, dans un second volet de ma thèse, ce que j'avais décidé de faire, c'était d'observer directement des étudiants en art pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et à ce compte-là, j'ai observé des étudiants dans des écoles d'art qui avaient des workshops à réaliser ou des projets dans le cadre de leur école d'art, par exemple. Et je leur ai demandé à chaque fois, à plusieurs moments de la journée ou à plusieurs moments de la semaine, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti, là tout de suite sur l'instant. Et c'était plus facile pour eux d'expliquer ce qu'ils ont fait et de dire ce qu'ils ont ressenti quand c'est sur le fait et dans le vécu que quand c'est de façon rétrospective par la suite. Et en fait, on se rend compte que par rapport à... Alors après, ça peut s'expliquer par la différence d'expérience entre des artistes professionnels et des étudiants en art qui sont plus jeunes. Mais en tout cas, les artistes retraçaient un discours qui paraissait linéaire dans le déroulé de leur processus créatif et dans le déroulé des émotions qui sont associées. Alors que quand on observe des étudiants en train de créer, le chemin pour arriver à une œuvre est beaucoup plus
beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un chemin qui est linéaire, mais il y a des allers-retours. On a des voies qui sont sans issue. On peut prendre des raccourcis. On peut partir sur des voies complètement différentes, etc. Donc, au cours d'un entretien avec un artiste professionnel, tous ces cheminements différents sont difficiles à prendre en compte et les émotions sont plus difficiles à retracer que quand on les observe directement. Et du coup, donc vous, ce que je disais, vous êtes psychologue. On va parler juste tout de suite maintenant justement de ce qu'est l'art-thérapie. En quoi est-ce que votre travail à ce moment-là, en lien avec les émotions et l'art, était différent de celui d'une art-thérapeute ? Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une position d'observation. J'avais pas d'action thérapeutique auprès des étudiants ou des artistes que j'observais, ce qui est différent de ce que peut faire Sandrine, par exemple, où là, elle a vraiment une démarche particulière. Et je me suis refusée, même en tant que psychologue observante, ce type d'attitude pour il faut faire une distinction entre la partie recherche et la partie thérapie. Et j'étais là pour de la recherche, donc je ne peux pas me permettre de faire de la thérapie. Il est arrivé effectivement une fois au cours des entretiens que j'ai menés avec les artistes qu'on arrête un entretien parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas en train de faire de la recherche et qu'elle avait besoin de quelque chose de plus. Donc on a arrêté le magnétophone et on a vraiment discuté d'un point de vue plus thérapeutique pour le coup parce qu'elle avait vraiment besoin de ça à ce moment-là. Et là du coup je vais donner enfin la définition de l'art-thérapie, mais la principale chose, d'après ce que j'ai pu comprendre, et je crois qu'on en a parlé ensemble, c'est aussi que l'art-thérapeute est un artiste en général à la base, avant d'être un psychologue ou un thérapeute, et non l'inverse. Alors en fait, il y a les deux champs. Il y a les art-thérapeutes qui sont des artistes et qui ont une pratique artistique, comme Sandrine qui est metteuse en scène et qui en plus a une pratique de dramathérapeute et donc de thérapeute à côté. Et il y a les psychologues en tant que tels qui peuvent utiliser une médiation artistique. Mais la finalité est différente, dans le sens où le psychologue va introduire cette médiation artistique comme un petit élément parmi la thérapie, alors que le dramathérapeute ou l'art-thérapeute de façon plus générale va lui vraiment intégrer des séances qui sont beaucoup plus complexes autour de l'art comme une thérapie. D'accord. Alors justement, pour comprendre un peu plus la spécificité de l'art-thérapie, donc qu'Inès Longial a d'ailleurs pratiqué très jeune, on en reparlera, et que Sandrine Pitard que vous pratiquez et enseignez, on va écouter le psychiatre Jean-Paul Klein qui a été interviewé par Hortense Chauvin. Il est psychiatre, donc il est spécialiste d'art-thérapie. Il a d'ailleurs écrit, entre autres choses, un Que sais-je de l'art-thérapie qui est publié aux éditions PUF. Et on va l'entendre dans cet extrait d'interview nous donner sa définition de cette discipline qu'est l'art-thérapie et nous dire aussi quelles sont l'origine de cette discipline. L'art-thérapie est un accompagnement d'être actif dans un autre domaine que celui qui tourmente, mais qui indirectement va le figurer, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le programme ou qu'on ne le programme pas, de telle sorte qu'il y a du temps qui se remet en marche et que dans ce temps, on se récupère dans sa dignité, on se récupère comme auteur de quelque chose, alors qu'on est livré à des tourments et des douleurs de l'extérieur ou de l'intérieur. L'art-thérapie n'a pas du tout été inventée par les psychiatres. L'art-thérapie a été inventée par des gens comme Marianne Chess, la grande dame qui a fait de la danse-thérapie. C'est une danseuse qui s'est adressée aux personnes handicapées mentales. Et puis surtout, l'inventeur de l'art-thérapie, c'est dans les années 42, Adrian Hill, H-I-2-L, qui était un peintre anglais, prof d'ailleurs d'art plastique, assez connu et qui a attrapé la tuberculose. Donc il s'est retrouvé en sana. Donc en sana quoi? Ça veut dire l'ennui horrible, ça veut dire savoir qu'à l'intérieur de soi, il y avait quelque chose qui vous bouffait le poumon, savoir qu'il faut supporter des traitements assez offensifs. À l'époque, on faisait des pneumothorax, c'est-à-dire on injectait de l'air pour que le poumon rétrécisse. Savoir que les autres malades étaient comme lui très ennuyés, et puis il s'est mis depuis son lit, parce qu'il pouvait pas se lever, à faire des dessins. Et puis ensuite, il a commencé à pouvoir peindre. Et puis, un de ses tableaux
a été exposé, il a été repéré, et du coup, la Croix-Rouge britannique lui a demandé de s'occuper des soldats blessés. Et il a appelé ça de l'art-thérapie. Il donnait des leçons de dessin, mais sans du tout imposer quoi que ce soit. Il laissait les gens se laisser aller à des traits libres. Voilà. Et il disait, oui, le germe que nous connaissons bien est combattu par un germe qui est le germe de l'art. Mais il faut dire que les psychanalystes sont arrivés là-dessus, en particulier Freud, qui s'est beaucoup intéressé à l'art, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour lui, l'art était là pour qu'on le décrypte, pour qu'on mette des sous-titres au tableau. D'ailleurs, André Breton a refusé de participer à une exposition organisée par Freud parce que Freud voulait mettre des explications en dessous des tableaux pour dire regardez les problèmes phalliques, édipiens, je ne sais quoi. Ça n'est pas ça. C'est-à-dire la personne se met en marche en mettant dans ses œuvres quelque chose qu'elle a de plus profond et de plus problématique, en s'en détachant, en les mettant dans une pièce de théâtre, dans une nouvelle, dans un geste, dans un cri, dans un son, etc. Donc il y a un côté dynamique vers l'avant. Être auteur d'une œuvre d'art, c'est confier son intime à une œuvre qui va le transformer et assister à sa transformation, d'être objet de ses tourments, devenir sujet d'une production. C'est ça le secret. Sandrine Pitard, qu'est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec la définition de Jean-Pierre Klein. L'art-thérapie, c'est ça, c'est être dans un processus, alors qu'on peut faire seul, il peut y avoir de l'auto-art-thérapie, et puis ça peut être aussi accompagné par quelqu'un, donc qui va s'appeler art-thérapeute, et qui va utiliser tel ou tel processus, tel ou tel outil artistique pour accompagner une personne à devenir, comme dit Klein, auteur ou acteur de lui-même, alors les psychanalystes diraient sujet de sa vie, de son désir, ou acteur de sa vie. Et du coup, en quoi consiste la dramathérapie ? En quoi consiste une séance de dramathérapie ? La dramathérapie, c'est une forme d'art-thérapie, comme on parle de musicothérapie, de danse-thérapie ou d'art plastique-thérapie. Et la dramathérapie, c'est l'art-thérapie qui utilise le théâtre et le récit, donc aussi l'écriture. Alors après, il y a plein de formes de dramathérapie selon que ça va se faire, par exemple, seul, avec un enfant, seul avec un adulte. Ou peut-être on va là utiliser plus l'écriture, ou plus des jeux à table avec des figurines ou des choses comme ça. Ou si ça se fait en groupe... Je fais juste une petite digression par rapport tout à l'heure aux émotions. Il y a quand même une chose, je pense, qui différencie singulièrement dans la geste artistique les artistes peintres ou les sculpteurs et puis des gens comme des comédiens, des metteurs en scène, des danseurs, etc. C'est que nous, notre art, on le fait en groupe, on le fait avec d'autres et on le fait à un moment, on le fait aussi devant d'autres. Et je pense que ça procure sans doute pas les mêmes émotions. Et ça va pas procurer aussi les mêmes effets au niveau de la thérapie. Donc une séance de dramathérapie, par exemple, en groupe, ça ressemble étonnamment à un atelier de théâtre, on pourrait dire, de théâtre amateur. On va commencer généralement, en cercle, avec un petit rituel, pour se retrouver, qui sert en fait juste de dire, maintenant on est entre nous, on laisse de côté nos histoires, notre journée, etc. Et puis ensuite, on va faire des échauffements. Ce qui est un terme, par exemple, en théâtre, on n'a pas grand-chose à échauffer en théâtre. C'est pas comme les danseurs qui doivent échauffer leurs muscles ou les chanteurs qui doivent échauffer leur voix. Mais voilà, on échauffe l'imaginaire. Et puis après, il y a sûrement des improvisations, donc un temps, où on va passer peut-être par tous ensemble, et puis ensuite par 2, par 3, devant les autres, du coup. Et ensuite, en général, on termine par un petit rituel de fin qui permet de clore la séance donc ça ressemble beaucoup. Et les improvisations vont ressembler, les consignes, les jeux, les points de départ vont ressembler à des choses qu'on a pu voir dans des ateliers de théâtre. Sauf qu'après, la posture et l'intention n'est pas la même. En dramathérapie, on est là pour faire un chemin et le dramathérapeute est là pour accompagner ce chemin ou ces chemins parallèles et pas pour enseigner. Donc on se fiche de la technique, on se fiche du résultat, pas pour créer une œuvre artistique. On se fiche si c'est beau,
Et l'émotion, il y a tout un travail de recherche qui est fait autour de l'émotion esthétique en art-thérapie. Parce qu'il y en a, sinon évidemment ça serait pas de l'art-thérapie, ça pourrait être une autre forme de thérapie, mais si on utilise l'art-thérapie, c'est bien parce qu'il y a quelque chose aussi de l'art qui vient traverser la séance, alors pas tout le temps, hein, mais c'est quand même très fréquent, des états d'émotion et puis d'émotions partagées du coup, puisqu'on est souvent en groupe. Et qui passe par quelque chose d'assez indicible quand même, hein, qu'on appelle l'émotion esthétique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot? Alors ça peut, hein, mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde une toile et qu'on est saisi et qu'on est traversé par quelque chose? Au début on a du mal à mettre des mots. Ça arrive aussi beaucoup dans la séance d'art-thérapie. Et après, nous, notre travail d'art-thérapeute, ça va pas d'analyser. Hein, ça, Klein nous fait bien attention, nous dit bien, et qu'il s'agit pas d'analyser, d'interpréter, comme peuvent le faire des psychologues, mais d'être là, d'accompagner, nous, d'en comprendre quelque chose pour nous, aussi pour se protéger, parce qu'effectivement, quand on subit et vit beaucoup d'émotions, tous les jours, il faut aussi qu'on aille déposer ça. Hein, donc nous, on est censé un peu l'élaborer pour peut-être accompagner ce chemin. D'accord. Et vous, Inès Longevial, vous avez fait de l'art-thérapie, donc de l'art plastique thérapie, du coup, quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous pouvez raconter dans quel contexte est-ce que c'était? Ouais. Et il me semble que c'est par ça que vous êtes arrivée à la peinture, justement. Alors non, en fait, j'ai commencé à peindre toute petite, bien avant de prendre des cours, en fait. Mais quand j'ai eu 8 ans à peu près, mes parents se sont dit, on va la mettre à la peinture de manière plus académique. Et en fait, j'ai testé c'était en province, donc c'était dans des petites structures. Et en fait, j'avais pas de très bonnes c'était pas de très bonnes expériences. Du coup, ma mère cherchait constamment autre chose et elle a trouvé ça. Et en fait, c'était un peu par hasard. Elle a pas je crois pas qu'elle se soit dit je la mets dans un truc d'art-thérapie. Mais du coup, c'était comme ça. Et en fait, c'était un peu comme vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, ma prof, elle était surtout là. Elle nous parlait, pas mal d'émotions et tout. Mais en fait, c'était assez naturel. Elle nous a proposé parfois de toucher la peinture, de faire des trucs comme ça. Mais c'était pas, on s'est jamais posé et dit, on va faire de l'art-thérapie. En fait, c'était assez naturel. En fait, ce que j'en garde aujourd'hui, c'est surtout que à chaque fois que je sortais de là, j'étais hyper contente et j'avais du plaisir. Mais sinon, c'était pas, je réglais pas des problèmes. C'était plus moi, en peignant, qui réglait des problèmes toute seule. En fait, c'est un truc un peu solitaire, en fait, la peinture. Vous aviez quel âge? Là, j'avais 8 ans. Mais sinon, en fait, je dessine depuis tout le temps, en fait, et surtout pour régler des problèmes, je pense, parce que toutes les fois dans ma vie, j'ai toujours dessiné, mais les fois où j'en ai eu le plus besoin, en fait, je crois que j'étais triste ou en colère, et ça me permettait un peu comme on m'a entendu, de le mettre sur la feuille et de me sentir mieux, en fait. Et est-ce que vous pensez que ce lien, on en reparlera tout à l'heure, mais entre les émotions, vous avez réussi à mettre des mots assez justes sur les émotions que vous ressentez quand vous peignez. Est-ce que c'est parce que vous y avez réfléchi avant de venir ici? Est-ce que vous les aviez déjà avant? Et si vous les aviez déjà avant, est-ce que vous pensez que c'est en lien avec les séances d'art-thérapie qui ont, mine de rien, eu une petite influence sur vous? Oui, je pense que ça a peut-être eu un peu une influence. Après, c'est vrai que j'adore penser à mes émotions, parler de mes émotions, et surtout par rapport à la peinture, parce que souvent ma mère m'y a invitée, en fait, aussi. Et donc j'ai plein d'expériences où j'ai dessiné pour sortir un problème, et je me suis posée, j'ai réfléchi à ça. Donc en fait, même si c'est quand même dur de mettre des mots dessus précis et ceux que j'aimerais vraiment mettre, mais en fait j'aime bien y réfléchir, et je sais que je peins pour ça, en fait. Je sais que c'est vraiment de l'art-thérapie et que c'est salvateur, et en fait c'est même je suis obligée, en fait. Donc oui, si je peux juste me permettre de compléter avec mon regard, c'est vraiment ce qui va distinguer l'art-thérapie d'autres formes de thérapie plus verbales. C'est l'idée de l'art-thérapie, un des fondements, en tout cas pour certains courants, parce que il y a évidemment plein de divergences, mais c'est de faire confiance au processus artistique et de pas obligatoirement mettre des mots sur ce qui vient de se passer dans la séance, sur ce qui s'est passé sur cette année de travail, par exemple.
Si la personne met ses mots à elle dans un autre cadre, c'est voilà. Mais nous, en tant qu'art-thérapeute, on va pas spécialement chercher à mettre des mots, à identifier. Alors là, vraiment, ce personnage, ça me fait penser à ton histoire ou je sais pas quoi. Pas du tout. Surtout quand ça se passe en groupe, parce que les autres n'ont pas besoin de savoir, de faire ces liens. Mais même en individuel, l'idée, c'est de faire confiance au processus artistique qui se fait à l'intérieur de la personne. Et donc, on sait pas trop, voilà, ce qui se passe. Enfin. Personne ne sait trop ce qui se passe. Tout ce qu'on peut quand même constater, c'est que ça avance. C'est que les personnes peuvent sortir de telles difficultés, voilà, de tout ordre, quoi. Et Marion Boutella, je ne sais pas si vous savez si en fonction du type d'art, d'art qu'on fait, que ce soit la peinture ou un art plus corporel comme la danse ou le fait de faire du théâtre, on ressent des émotions différentes. Est-ce que le fait, peut-être pas des émotions différentes, mais en tout cas, est-ce que le fait de le faire dans un cadre d'art-thérapie, ça permet de résoudre des pathologies différemment? Je ne sais pas si ma question est très claire. En fonction du type d'art qu'on fait. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, c'est pour... Mais je vais essayer de dépatouiller les questions. Ce qui est important de préciser avant de répondre à la question, parce que ça va beaucoup vous éclairer sur la réponse que je vais faire, c'est que je travaille en psychologie différentielle, ce que personne ne connaît, bien entendu. Mais la psychologie différentielle, on travaille sur les variabilités. On travaille sur ce qu'on appelle les variabilités interindividuelles, donc entre les individus. On examine qu'est-ce qui les différencie et quelles sont les similitudes entre les individus. Et on travaille aussi sur les variabilités intra-individuelles. Donc un même individu n'est pas toujours le même en fonction de la situation, du temps, etc. et peut tout à fait évoluer. Donc les psychologues différentialistes dont je fais partie s'intéressent beaucoup à ce type de variabilité. Donc pour répondre à la question de savoir s'il y a différents processus et émotions qui sont liés aux différents types d'art, vu que je suis psychologue différentialiste, la réponse est forcément oui. Parce que chaque individu a son propre processus avec les émotions qui y sont associées. Et chaque individu, à différents moments, ne ressent pas la même chose et a des processus qui peuvent être différents pour conduire à des œuvres différentes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je ressens pas toujours les mêmes émotions en fonction de la journée, du moment, de l'heure, etc. C'est exactement ça. Donc forcément, il y a des processus différents, il y a des émotions différentes. Après, en ce qui concerne les différents types de domaines, j'ai, il y a quelques années, comparé des domaines artistiques, alors art plastique, versus des musiciens, versus des ingénieurs, qu'est-ce qu'on avait d'autre, des scénaristes et des artistes. Et en comparant ces différents champs de la créativité, on a constaté que au niveau du processus créatif et des émotions qui sont associées, il y a des façons de travailler qui sont différentes. Un étudiant ingénieur qui doit construire une cuisine ne travaille pas de la même manière qu'un artiste qui doit construire une œuvre. Pourtant, quand on examine, il existe aussi des similitudes dans le processus créatif. C'est-à-dire que la façon de commencer peut être très différente. L'artiste, alors ça dépend, mais certains artistes vont avoir tendance à papillonner un petit peu partout pour aller chercher des idées. Les ingénieurs, eux, ils se focalisent sur la tâche et ils examinent quel est le cahier des charges pour commencer à faire une cuisine. Et donc les émotions qui sont ressenties sont particulièrement différentes. Par contre, à la fin, chacun doit rendre quelque chose. On doit faire un tableau ou on doit rendre une cuisine. Donc il y a toujours un moment où il faut faire. Et quand on fait, là, quel que soit le domaine créatif dans lequel on est, tout le monde ressent la même chose. Et pour en venir au domaine de l'art, alors je n'ai pas examiné spécifiquement, mais on va retrouver finalement les mêmes types de variations, c'est-à-dire qu'un sculpteur, un plasticien, un danseur, un drama, c'est pas forcément les mêmes choses, notamment parce que le médium est différent et que l'on s'exprime de façon différente aussi. Donc les émotions associées y sont différentes. Et il y a un point que je voulais aborder aussi avec vous, Inès, parce que quand on s'est parlé en amont, vous m'aviez dit que quand vous créez, donc il y a un soulagement, un bien-être, etc., mais vous régliez aussi des problèmes que vous aviez. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, en fait, quand on voit mon travail, ce que vous avez dit tout à l'heure, des femmes, en fait, c'est plus que des femmes, c'est surtout des émotions. En fait, c'est des femmes qui incarnent des émotions, ce pourquoi elles ont maîtrisé, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que en fait, ça se transforme dans des duels, des duos. Et finalement,
ça se voit dans ma peinture en fait, ce que je peux ressentir. Mais que vous, quand vous aviez des problèmes avec des gens, ce genre de choses, que c'était un travail presque d'autothérapie, quoi, que ça vous dénouillait des nœuds en peignant. Ouais, totalement. Mais en fait, j'ai un exemple. Quand j'étais petite, je me disputais hyper souvent avec mes copines. Enfin, c'était très drama et tout. Et en fait, en CM2, une fois, je me suis disputée avec 3 copines et j'ai dessiné, en rentrant chez moi, je les ai caricaturées assez méchamment et tout. Et j'ai mis des gros mots sur elles et tout. Et en fait, ma mère est tombée dessus et j'avais un peu honte en fait. Et je me suis dit que j'allais me faire gronder et en fait pas du tout. Elle m'a dit c'est super, elle l'a mis sur le frigo et tout. Et donc je me suis dit en fait c'est bien peut-être. Et donc voilà, je sais que voilà j'ai toujours réglé des choses en dessinant et en peignant. Et puis ça m'apaise vraiment donc. Alors justement. On a posé la question à un neurologue, Hortense Chauvin l'a fait, sur ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui fait que quand certaines personnes créent, elles arrivent à dénouer des nœuds, à être en autothérapie en fait. C'est Pierre Lemarquis qui nous a répondu et il a évoqué la question du miroir, si on peut l'écouter. C'est juste une précision. Et il était à Dijon, donc c'est via Skype, donc le son n'est peut-être pas parfait. C'est un miroir. Les gens se projettent dans l'œuvre d'art. Ça permet de faire voir l'invisible. C'est-à-dire, on ne sait pas, comme en effet, on n'a pas de miroir, on se voit pas quand on est en train de parler les uns avec les autres. Le seul miroir qu'on ait, c'est le regard, les réactions de la personne qui vous écoute, mais on se voit pas. Quand vous créez une œuvre d'art, vous prenez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous le sortez, ça devient visible. Vous voyez, c'était Jung qui faisait faire des mandalas, des choses comme ça. Donc, l'œuvre d'art, ce que vous projetez, c'est vous. Donc là, vous pouvez voir s'il y a des choses qui vont pas bien, ça se voit tout de suite et vous pouvez essayer de les corriger grâce à l'œuvre d'art. C'est ça un miroir. Ce miroir, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous le matérialisez, donc il revient à l'intérieur de vous et vous pouvez à ce moment-là le modifier. C'est dans ce sens-là que ça peut être thérapeutique. Est-ce que ça vous parle, Inès ? Oui, oui, vraiment. Et vous, Sandrine Pitarque, est-ce que vous constatez des effets très concrets sur vos patients Déjà, je ne sais pas quel type de pathologie ils ont en général. Vous travaillez dans des instituts psychiatriques. Est-ce que le fait vraiment de faire ces séances, il y a des effets quasi immédiats ? Je ne sais pas. Alors, il n'y a pas autant des effets quasi immédiats. Enfin, il va y avoir des effets immédiats sur quand je reçois, par exemple, des gens en hors cadre de l'hôpital psychiatrique, donc des gens comme vous et moi ou des enfants ou des adolescents qui ont besoin, voilà, d'un petit déclencheur sur des choses pas trop graves, enfin qui peuvent être graves sur le moment, mais voilà, qui sont pas des pathologies psychiatriques. En psychiatrie, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant que des choses puissent se poser. En tout cas, ce qui va agir au théâtre, c'est essentiellement 2 places, qui sont les 2 places du théâtre, c'est-à-dire la place de l'acteur et la place du spectateur. Il va pouvoir m'arriver des choses en tant qu'acteur dans un cadre de dramathérapie parce que je vais jouer des rôles qui vont me faire du bien parce que j'ose pas les jouer d'habitude, ou je vais aussi je vais faire jouer aux autres des rôles qui vont m'aider à comprendre des choses. Et puis ça peut être aussi la place de spectateur, c'est-à-dire que je vais voir. Il y a des pathologies pour qui c'est, des personnes pour qui le regard, être regardé par d'autres peut être quand même très compliqué. Et parfois ils vont faire tout un travail au niveau de leur place de spectateur, c'est-à-dire qu'ils vont très peu faire en fait en tant qu'acteurs, mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, à regarder les autres et à vivre, alors avec ce que des chercheurs ont appelé les neurones miroirs, et ben ça agit au niveau des émotions. Il y a des choses et on voit des spectres émotionnels s'agrandir chez des enfants par exemple qui peuvent être bloqués sur une émotion ou 2 émotions, qui savent être que en colère ou alors neutres comme ça ou en colère. Petit à petit ils apprennent ou ils réapprennent la joie, la tristesse, le dégoût, enfin voilà, toutes ces autres émotions auxquelles ils avaient du mal à avoir accès, soit peut-être de naissance, soit après un traumatisme. Et on peut les voir réapparaître, mais c'est pas en 3 séances, c'est en 1 an, en général 2 ans même, où les choses, parce qu'en gros il faut quand même plusieurs mois pour qu'on se fasse confiance, sachant qu'en général je rencontre les gens 1 fois par semaine.
Voilà. Et puis petit à petit quelque chose. Mais il y a vraiment des effets. Là, je me souviens l'année dernière d'avoir fait un travail avec un groupe de jeunes. Et il y a un jeune qui voulait absolument travailler sur sa voix. Mais moi, je suis pas spécialiste de la voix. Et effectivement, il avait du mal à placer sa voix. C'est-à-dire qu'il avait une voix comme ça, très aiguë, alors que c'était un grand gaillard de 17 ans. Et petit à petit, sa voix s'est placée. Et par exemple, l'improvisation sur laquelle, pour la première fois, sa voix s'est placée, et ça s'entend, une voix qui est tout à coup placée, c'est qu'il jouait un loup-garou qui me dévorait. Voilà. Et moi, je me laissais dévorer. On était amis, et puis tout à coup, il se transforme en loup-garou et il me dévorait. Voilà. Alors, il s'agit pas. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que moi, je me suis laissée dévorer. Alors, il y a des règles, hein, on se touche pas et tout ça. Mais ça, c'est arrivé, par exemple, au bout de 4-5 mois de travail ensemble. C'est la première fois que sa voix s'est posée. Après, elle a pas mal encore, elle est partie revenue. Et à la fin du travail, sa voix était là pendant les impros et en dehors des impros. Donc là, par exemple, c'était un résultat comme ça un peu visible, mais on n'a jamais parlé de sa vie. Enfin voilà, on ne faisait que du théâtre. Hein. Et vous travaillez donc, comme je le disais, dans des instituts psychiatriques. Quand on s'est parlé au téléphone, vous alliez justement donner une séance, il me semble, dans un institut psychiatrique, et vous aviez l'air assez enthousiaste. C'est un travail que vous aimez faire. Quelle est la particularité de travailler justement avec des gens qui sont... Oui. Alors moi, c'est peut-être un peu particulier. C'est-à-dire que moi, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai découvert la folie et depuis que j'ai découvert l'univers psychiatrique que je connaissais pas avant 30 ans. Et voilà. Et depuis que je travaille avec des personnes dites folles, je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors j'ai mon explication un peu politique là-dessus, hein, mais voilà, parce que je suis pas sûre que les 10 fous soient les plus fous dans notre civilisation. Donc en tout cas, moi déjà, il y a un très grand plaisir en plus à faire du théâtre avec des personnes qui ont des barrières différentes des nôtres. Hein, je dis des nôtres, voilà. Parce qu'évidemment, dans le théâtre, justement, on est ensemble et puis il faut y aller, il faut lâcher prise, et quand tout à coup il y a des gens si différents corporellement, vocalement et émotionnellement, ça procure, aux artistes, hein, qu'on est aussi, même quand on se présente comme art-thérapeute, des choses extrêmement belles, extrêmement fortes. Et puis effectivement, on est au cœur d'une humanité, on est au cœur parce qu'on est aussi avec des personnes qui sont justement dans une forme d'humanité parfois très différente de la nôtre. Et en même temps, on touche, quand tout à coup le lien se fait, quand tout à coup le lien se fait avec un enfant qui parle pas, qui sourit pas, et quand au bout de semaines et 2 semaines à être là, à essayer des choses, et que tout à coup la petite fille se met à rigoler, et on voit bien qu'elle rigole d'une pitrerie qu'on a pu faire, ou juste parce que voilà. Il y a quelque chose évidemment d'assez extraordinaire et voilà. Alors, il y a des moments difficiles. Hein, c'est quand même des lieux aussi de souffrance, enfin des lieux de soins qui sont parfois aussi beaucoup des lieux de souffrance. Mais c'est aussi, on a la chance en tant qu'art-thérapeute d'être plutôt dans les espaces, on va dire les bons moments quoi. On n'est pas dans le quotidien, donc oui, c'est un métier que je trouve très enthousiasmant et Donc il y a un lien très fort entre l'art-thérapie et les malades dits psychiatriques, les fous comme on dit. Je vais vous faire écouter un dernier bout d'interview de Jean-Pierre Klein, que j'ai appelé Jean-Paul Klein tout à l'heure, qui nous raconte comment ce lien historiquement donc entre art-thérapie et folie a commencé. Il faut dire qu'il y a quelqu'un quand même, il y a un psychiatre qui a joué un très grand rôle, c'est Prinzhorn, Prinzhorn, qui en 1922 a publié un bouquin qui a été traduit fort tardivement en français sous le titre Expression de la folie, et où il a trouvé que ce qu'on appelait les aliénés à l'époque étaient des créateurs hors pair qui pouvaient rivaliser avec les grands artistes du temps. Et Prinzhorn a identifié ce qu'il appelle la Gestaltung, c'est-à-dire la mise en forme avec urgence à créer par des gens qui étaient enfermés à longue durée dans des institutions chroniques, et comment est-ce qu'ils avaient transposé en quelque sorte la force de leur folie dans des œuvres. Et il y a eu l'art des fous. Et puis là-dedans, donc, il y a eu Dubuffet qui a appelé ça l'art brut, qui l'a distingué un petit peu de l'art officiel, en
évidemment contrant l'art officiel, en disant que c'était des autodidactes qui, sans aucune influence de l'art culturel, se mettaient à avoir à leur portée, avec des fois des matériaux de récupération, des œuvres tout à fait fortes. Alors, évidemment, il y a une différence avec l'art-thérapie, dans le sens que beaucoup d'entre ces gens n'étaient pas accompagnés par un professionnel. C'était d'eux-mêmes, quoi, avec une force expressive qui se retrouve quand on visite leur tableau. Est-ce que vous connaissiez cette histoire Je vous demandais à vous, Sandrine Pitarque, avant de passer à Marion Bottella. Oui, bien sûr. Oui. Et ça résonne avec votre expérience personnelle? Oui, professionnelle. En tout cas, ce qui est important aussi de dire, c'est que là, il parle effectivement de l'histoire, donc de l'art brut, de l'art des fous, on a appelé ça aussi, qui est aussi très présent. Il y a un musée dans l'enceinte de Sainte-Anne, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu déjà y aller, qui s'appelle le musée Saint-Ger-Polignac, qui a une histoire depuis la Seconde Guerre mondiale et qui présente encore des expositions. Et puis il y a la Halle Saint-Pierre, où Jean-Pierre Klein fait régulièrement ses séminaires. Donc voilà, tout ça a du lien. Mais dans l'art-thérapie, il s'agit pas d'être artiste, c'est même peut-être la rare contre-indication. C'est-à-dire qu'un musicien irait pas faire de la musicothérapie, par exemple, et un acteur aurait du mal à faire de la dramathérapie. L'idée, c'est que on n'y va pas. Alors peut-être vous savez parce que vous étiez encore assez jeune, donc. Mais maintenant, ça aurait pas de sens si vous aviez un problème à régler. Ça aurait pas de sens d'aller faire de l'art-thérapie. Vous pourriez faire autre chose, parce que l'idée, c'est qu'on est surpris par ce qui se passe dans la médiation. Voilà, on se laisse surprendre par ce qu'on écrit, par ce qu'on joue, etc., par ce qu'on peint. Donc voilà, il y a une différence entre l'art brut, qui est une des origines de l'art-thérapie, et puis le processus actuel des arts-thérapies. Alors, j'ai une avant-dernière question pour vous, Marion Bottella. Est-ce que vous pensez qu'il faut opposer art-thérapie et thérapie dite traditionnelle, ou est-ce qu'elles sont complémentaires selon vous? C'est deux choses différentes, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, entre les psychologues qui ont une médiation artistique et les art-thérapeutes. Comme ça a été entendu, en fait, l'art-thérapeute travaille sur le médium tel qu'il est proposé, c'est-à-dire qu'il travaille avec le corps, avec la peinture, mais où le langage n'est pas la finalité. Le psychologue, lui, a besoin du langage et va se servir d'une production, d'un dessin, etc., comme un support au langage. Donc les entrées sont effectivement différentes. Alors qu'en dramathérapie, en art-thérapie, la question ne se pose pas, en fait. Et j'avais lu par exemple que avant de faire de l'art-thérapie, vous me dites si c'est vrai ou pas, quand on a un fort traumatisme, il fallait peut-être d'abord le régler avec le langage avant de pouvoir le régler avec l'art. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Dites-moi. Non, il faut le régler si on veut devenir art-thérapeute, comme si on veut devenir n'importe quel art-thérapeute, mais non, au contraire, même parfois l'art-thérapeute peut être un bon déclencheur. Par exemple, aller voir un psy, on n'a pas envie d'aller voir un psy, ou on n'ose pas envoyer son enfant voir un psy, il est pas mal. Bon, alors, on va aller voir un art-thérapeute, un musicothérapeute. Des fois, ça, c'est des entrées qui nous permettent aussi après d'adresser des gens, peut-être pour un travail plus. Mais l'art-thérapie enfin voilà, si l'art-thérapeute se sent capable d'accueillir la personne dans son traumatisme, dans ce qu'elle a vécu, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, en tout cas, c'est. J'ai rien à redire là-dessus. Tout à l'heure, tu le disais toi-même, tu travailles en collaboration avec des psychologues. Ça peut se faire dans un sens ou dans un autre, en fait. Les psychologues peuvent orienter vers des ateliers d'art-thérapie et les art-thérapeutes peuvent orienter vers des psychologues quand l'occasion se présente. Donc, les deux sont effectivement complémentaires ou isolés en fonction de chaque particularité auquel on est confronté. Et du coup, ma dernière question, je ne sais pas trop à qui la poser, à celle qui aura quelque chose à dire là-dessus. Moi, je connaissais pas l'art-thérapie avant de travailler sur ce sujet aujourd'hui, mais en regardant, du coup, en ligne, en lisant des livres, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui devenait un peu, je dirais pas à la mode, mais les gens s'y intéressaient de plus en plus, justement, peut-être par le côté qui semble plus accessible. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous recommanderiez justement plus aux gens de faire de l'art-thérapie que des thérapies dites traditionnelles? J'ai l'art-thérapeute et la psychologue avec moi, mais... Moi, j'ai les deux casquettes. Je peux pas vraiment dire grand-chose entre l'une ou l'autre, mais il faut trouver, en tout cas, un moyen si on a besoin de mettre en place une thérapie, il faut trouver celle qui nous conviendra le mieux.
que ce soit une thérapie plus traditionnelle. En tout cas, il faut bien s'entendre avec le thérapeute avec lequel on va travailler. C'est là qu'est la clé de la réussite d'une thérapie. Donc, si c'est de l'art-thérapie ou une thérapie plus conventionnelle avec un psychologue, qu'importe en fait. L'important, c'est la finalité, c'est que on aille mieux à la fin. Et vous, Inès, vous verriez faire de l'art-thérapie dans un autre domaine que celui de la peinture, du coup? Non, pas vraiment. Vous êtes bien. Moi, je suis vraiment très habituée à régler mes problèmes avec la peinture. Ouais. Mais ouais, non. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des questions? On arrive à la fin de mes questions à moi. Je ne sais pas si dans le public... Ne soyez pas timide. Oui, je ne sais pas si on a un... Je vais vous donner mon micro. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette discussion vraiment passionnante. Donc, ce que je voulais poser comme question, c'est, je suis moi-même étudiante en art, et vous avez beaucoup parlé surtout des émotions en fait positives, par exemple, c'est cet apaisement et que je peux aussi ressentir, mais à la fois ça peut aussi être une source d'angoisse et de peur, particulièrement quand justement le processus créatif est bloqué. Et est-ce que vous l'avez observé, vécu, et est-ce que aussi pour vous c'est quelque chose qui fait partie du processus créatif ou plus quelque chose qui est lié justement à l'idée d'en faire quelque chose à la professionnalisation plus de ce processus? Voilà. Du coup, je vais répondre. En fait, oui, moi, j'ai l'impression d'avoir parlé surtout d'émotions négatives, donc c'est marrant que tu aies retenu. J'ai parlé d'émotions positives parce qu'en fait, justement, pour avoir des émotions positives, je passe toujours par beaucoup d'émotions négatives, et donc ouais, le fait d'être bloqué et d'avoir peur, oui, forcément. En fait, je le ressentais pas en étant enfant. Mais maintenant que c'est devenu mon travail, ouais, je le ressens, et en fait, j'ai un peu essayé d'apprivoiser ça et de me laisser le temps et de pas stresser ou culpabiliser par rapport à ces blocages. Mais en fait, oui, c'est obligé que on peut pas faire que peindre ou que je sais pas, on peut pas enchaîner tout le temps en fait. Donc ouais, je ressens ça. Je sais pas si c'est très clair. Hein. Pardon. Moi, j'aime beaucoup cette intervention parce que ça me fait penser, en fait, quand je suis allée observer les étudiants en art, je les ai interrogés après, et le premier que je reçois me dit, pour moi, c'était difficile au début parce que je savais pas ce que j'allais faire, donc j'étais stressée, etc. Et je voyais les copains qui avançaient, et j'avais l'impression qu'ils allaient beaucoup plus vite que moi, donc ça me stressait. Et je reçois 2, 3 et j'arrive au 28e et il me dit exactement la même chose. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas quand même, parce qu'ils sont tous dit pareil, en étant stressés par les autres, d'avoir l'impression que les autres étaient super alors que eux pas du tout. Et au final, en fait, le processus créatif est forcément entaché d'émotions négatives, surtout au début, quand on sait pas ce qu'on va faire. Et en plus, quand on a l'impression que les autres ont avancé et pas soi, et qu'on est bloqué et qu'on ne sait pas exactement où on va. Et l'histoire finit toujours bien. À un moment donné ou à un autre, c'est normal de bloquer et ça peut prendre un certain laps de temps pour se terminer. Mais en tout cas, en discutant avec les artistes professionnels, même si certains ressentaient des émotions négatives, ils se laissaient pas déborder par ces émotions parce qu'ils ont suffisamment de recul et d'expérience et suffisamment souvent finalisé des processus créatifs pour ne plus ressentir aussi fortement ces émotions négatives. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est normal, ils savent que c'est normal de bloquer, c'est pas grave, tant pis, et je reviendrai dessus après, ou je vais faire autre chose, et au final, ils le vivent moins négativement que d'autres. Et j'ai évoqué le fait que certaines fois, on peut bloquer pendant très longtemps sur quelque chose, et je crois que le blocage le plus long que j'ai vu, c'est approximativement 30 ans. Quelqu'un qui a vu qui a vu quelque chose, qui s'est fait ça c'est super, faudrait que j'en fasse des œuvres, et qui a bloqué pendant 30 ans dessus. Voilà. Dans les entretiens que j'ai eus, c'est ce que j'ai vu de plus long. Donc c'est pas grave si on bloque, ça se finira toujours par se débloquer, même très très tard. Mais c'est jamais un souci. Et ça, c'est ce qu'on apprend avec l'expérience. Donc ça va venir. Merci.
pour rebondir sur ce que vous disiez, vous dites que ça se débloque toujours, mais on a des exemples en littérature, par exemple dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac ou dans La Peste de Camus, de gens qui sont jamais débloqués. Ça arrive pas, du coup, c'est pas vrai? Alors, on peut bloquer, mais des fois, c'est des idées qui ne méritaient pas d'être abouties ou des idées qui ne sont pas suffisantes, mais en tout cas, qui peuvent prendre une autre forme après. J'ai discuté longtemps avec des artistes et il y en a une qui me disait, voilà, ce tableau-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé, mais je vais le mettre dans un coin. Et au final, elle revient des années après dessus et elle va faire parfois quelque chose d'autre. Donc, c'était pas exactement la même idée, donc ça a été bloqué à un moment donné. Mais ça n'avait pas été débloqué dans la même voie que ce qu'elle pensait, mais c'est parti sur autre chose. Donc ce blocage-là, en fait, n'est pas vraiment un blocage parce qu'il y a toujours un autre chemin vers lequel on peut aller. Et cette voie sans issue va donner autre chose. Donc c'est pas un vrai blocage, il y a un autre chemin à côté. Il faut juste aller le chercher. Après, si on est pour suivre le fil de la négativité, parce qu'on a peut-être été un peu trop positive. Au tout début, quand Louise Bourgeois dit que l'art est garant de la santé mentale, enfin, je l'ai pas, ça m'a fait réagir parce que moi je crois pas du tout que l'art soit garant de la santé mentale. Enfin, j'ai vu suffisamment. Oui, pour elle, l'art est devenu un garant. Et comme pour vous, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et il y a suffisamment d'artistes. Qui vont pas bien du tout. On sait bien que l'art n'est pas garant. Ça peut l'être pour certains, ça peut, voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord en fait. Ça résonne à mes oreilles parce que ça me permet de régler des problèmes. Mais par contre, en effet, Van Gogh se serait pas coupé l'oreille. Enfin, c'est vrai que c'est pas garant de santé mentale. C'était juste, c'est vrai, je pense pour elle, en effet, un moyen de se sentir mieux, quoi. Oui, mais Louise Bourgeois a eu plein de traumatismes qu'elle a eu du mal à régler. Enfin, même jusqu'à la fin de sa vie, elle en a beaucoup parlé. C'était quelqu'un de très compliqué, mais plus parler de soulagement en tout cas, je pense. Oui, voilà. Ouais. C'est plus d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Nous avons le temps. Oui. Est-ce que vous pouvez passer le micro? Non, juste. Bonsoir, merci. J'avais une question par rapport à la souffrance. Moi, j'entends beaucoup les artistes dire qu'ils souffrent énormément pendant tout le processus créatif et qu'ils ont l'impression que s'ils souffrent pas, c'est que c'était pas une bonne œuvre et que c'est à jeter. Est-ce que c'est typiquement français? Est-ce que c'est culturel? Ou est-ce que, comme s'il fallait qu'ils accouchent? En plus, ils utilisent ce terme-là qui est peut-être trop fort, parce que c'est peut-être pas aussi douloureux quand même, mais pourquoi on associe souvent le travail, le labeur d'un artiste à la souffrance? J'y vais. Pourquoi on associe la souffrance à l'accouchement, hein? Il y a des super péridurales, hein, ça évite les souffrances. Pas seulement. Il y a tout un travail. La musicothérapie dans les années 70 était très présente, par exemple, dans les maternités, pour faire un travail de visualisation de la souffrance et la diminuer, mais vraiment très 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 grandement. Hein. Bon, mais tous les artistes ne vont pas forcément mal. Alors il y en a certains qui, j'ai entre guillemets envie de dire, se complaisent dans le fait d'aller mal. J'ai souvenir d'une artiste qui m'a dit mais moi j'ai besoin de mes émotions négatives et je ne veux pas aller mieux pour pouvoir continuer à créer parce que j'ai l'impression que c'est que comme ça que j'arriverai à créer, et qu'elle n'avait pas envie d'essayer d'autres choses. Donc elle n'avait pas envie d'aller mieux pour essayer, au risque de perdre entre guillemets sa créativité. Mais il y a des artistes qui vont très bien aussi, hein. On n'est pas obligé d'être malade ou d'être pas bien ou de se couper l'oreille pour être créatif. Et d'un point de vue purement recherche, il y a des débats qui ont été très longs entre est-ce que c'est plutôt des émotions positives qui vont favoriser la créativité ou plutôt des émotions négatives qui vont favoriser la créativité. Et depuis une dizaine d'années, les travaux montrent au contraire que ce sont des émotions positives qui vont favoriser la créativité. Alors créativité en termes d'originalité et d'adaptation. Pas en termes d'originalité pure avec les idées d'art brut dont on parlait tout à l'heure, qui là fait plus référence à de l'originalité sans adaptation, mais proposer des travaux qui soient aussi adaptés au contexte dans lequel on se situe. C'est-à-dire proposer quelque chose qui soit pas complètement dénué de sens non plus. Okay. Donc les émotions positives finalement sont aussi bénéfiques.
La différence, c'est que quand on a des émotions négatives, l'art permet ce que l'on appelle une régulation émotionnelle, c'est-à-dire que l'art va permettre de passer de cet état négatif à un état neutre où déjà c'est un peu plus plaisant. Généralement, on bascule pas encore dans l'état positif, mais on bascule dans un état neutre qui est déjà un peu plus agréable. Mais quand on est dans un état positif, on se dit voilà, je vais bien, pourquoi je ferais de l'art finalement? Parce que j'ai besoin de rien, je suis déjà bien. Donc il y a aussi cet effet un peu de paresse qui est évoqué, ce qui expliquerait pourquoi on parle moins finalement de ces artistes qui vont bien, qui font de l'art, mais il y en a qui vont très très bien, hein. Oui, heureusement. Peut-être que, qu'est-ce que c'est que les émotions positives et négatives? Parce que moi, je crois pas du tout que la colère, par exemple, soit une émotion négative, ni la tristesse. C'est des émotions qui ont besoin de s'exprimer et qu'elles sont négatives parce qu'elles sont souvent, refoulées, mises de côté, voire interdites. Hein. Un petit garçon, ça pleure pas, etc. Et puis une petite fille, ça se met pas en colère. Bon, c'est un peu énorme, un peu comme ça, grossier ce que je dis, mais il y a quand même quelque chose de ça. Et c'est pas du tout des émotions négatives, c'est des émotions nécessaires, c'est des émotions qui nous aident à vivre. L'agressivité, elle est nécessaire à la vie. Si on n'est pas agressif, on vit pas. On peut pas se défendre contre toutes les bactéries, etc. Donc tous ces éléments-là, c'est très culturel aussi. C'est pour ça que aller dans des endroits où les barrières culturelles sont un peu différentes, parce que pathologie, parce que etc. C'est très libérateur. Aussi, et peut-être aller dans l'endroit de l'art, se plonger dans la folie d'une peinture, dans l'extrême, on va dire. C'est aussi ça qui est libérateur, c'est que tout à coup, on lâche un peu ces carcans culturels qui sont des carcans de nos émotions pour aller explorer autre chose. Donc voilà, certains vont l'explorer dans leur rapport à la matière, à l'art, d'autres dans un rapport à l'humain, au groupe. Mais voilà, il y a ce jugement des émotions qui est... Alors, l'état d'angoisse totale, a priori, c'est plutôt négatif et on va essayer de s'en sortir, mais la colère, pourquoi ça serait négatif? Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et après, je trouve ça très intéressant aussi parce que, en fait, moi, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais j'y ai réfléchi quand même très souvent, du coup. Et là, les dernières peintures que j'ai faites à New York le mois dernier, j'étais pour la première fois depuis que c'est vraiment mon travail de peintre. Je me suis mise dans une toute autre dynamique et en fait je regardais des vidéos de coaching personnel et tout et en fait j'étais beaucoup plus je peignais de manière beaucoup plus fluide, j'étais beaucoup plus heureuse et tout. Donc et c'est très bizarre parce que j'étais quand même tout en n'aimant pas vraiment le cliché de l'artiste torturé, j'étais quand même depuis que j'étais petite, naturellement, un peu, tout le temps en colère, des trucs comme ça. Donc, en fait, j'essaye de comprendre. Et c'est vrai que là, je m'en suis détachée et j'ai peint beaucoup plus. Et j'étais même contente de mes œuvres, en fait, que j'ai accouchées. Donc, voilà. Non, sans douleur. Il n'y a pas d'autres questions? Merci à toutes, à nos trois invités. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Vous avez l'impression d'avoir tout dit? Okay, merci pour ces échanges. Merci d'être venus. Marion Bottella, donc psychologue, Inès Longevial, artiste peintre, et Sandrine Pitarque, dramathérapeute. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'art et sur les émotions, ou encore tout un tas de livres sur tout un tas d'autres émotions. Cet épisode a été enregistré devant un public au Centre Pompidou, dans le cadre de la soirée sonore Art et Thérapie. Hortense Chauvin a fait les interviews de Jean-Pierre Klein et Pierre Lemarquis. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Jean-Baptiste Aubonnet le mixage. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à Marion Bottella, Inès Longevial et Sandrine Pitarque d'avoir participé à cette table ronde. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com.
Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec l'art et les émotions, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.